participants qui nous rejoignent. Bonjour donc aux intervenants. Nous allons aujourd'hui, et nous sommes rassemblés sur ce webinaire ou cette table ronde virtuelle pour discuter des perspectives de relance post-Covid en Europe centrale avec donc les présidents des chambres de 4 pays d'Europe centrale. J'ai le plaisir d'accueillir donc Monsieur Roland Bourgeois, qui est président Bonjour. de la Chambre de commerce franco-tchèque et PDG de Saint-Gobain PAM. Ensuite, Monsieur Jérôme Cadiou, qui est vice-président de la Chambre de commerce France-Hongrie. Monsieur François Coste, président de la Chambre France-Roumanie. Bonjour. Monsieur Jean-François Fallacher, qui est président de la Chambre de France-Pologne. Bonjour à tous. Donc, l'Europe centrale et ces 4 pays, finalement, pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près en population le même nombre d'habitants que l'Allemagne, 80 millions à peu près. Donc, le PIB n'est pas tout à fait le même, mais c'est des pays qui sont en phase de rattrapage déjà depuis un certain nombre d'années. Et ce sont des économies particulièrement ouvertes et qui ont attiré beaucoup d'investissements étrangers. Donc, sur ce tableau, vous pouvez voir que la France a su en tirer parti et que la France est un partenaire économique important de ces 2 pays à des niveaux divers selon l'histoire et selon les évolutions au cours de ces 30, voire parfois les racines sont plus anciennes, donc depuis ces 30 dernières années. Et ce sont aussi de bons clients pour l'économie française. Donc ces pays, pourquoi les rassembler aujourd'hui? Pourquoi en parler? Parce que dans cette phase, dans cette crise, ces pays ont somme toute plutôt bien passé la crise au niveau sanitaire, ont eu peu ou relativement peu de malades et de morts, mais les coûts économiques seront probablement importants. Nous allons un peu regarder à quoi ils ressemblent. C'est des pays fortement industrialisés. Nous savons que l'industrie pèse le PIB. On est à alentours de 30 à 38% selon les pays. Donc, on va voir si justement ce poids de l'industrie, cette place de l'industrie dans ces pays sera un atout ou un obstacle pour la relance. On a dans cette région aussi géré des finances publiques de manière un peu plus ordonnée que d'autres pays. Ces dernières années, ces pays, pour certains, enregistraient même des excédents budgétaires. L'endettement est relativement faible, en général en dessous de 60% pour la Hongrie. Comment un peu l'ordo-libéralisme centre-européen va pouvoir leur permettre de se relancer après cette crise, de rebondir. Les pays d'Europe centrale se sont illustrés par une forte croissance ces dernières années. Donc, on peut le voir sur le tableau suivant. Comment vont-ils pouvoir renouer avec cette croissance? Ce sera un peu aussi le thème de ces débats. Et donc, pour ne pas retenir plus longtemps la parole et pour vous la donner, peut-être, Monsieur Bourgeois, pouvez-vous nous dire un peu à quoi ressemble la situation actuelle, un tableau macroéconomique de la situation en République tchèque? Bonjour à toutes et à tous. Merci Fabrice pour cette introduction et bienvenue. Nous sommes très heureux en tant que président et vice-président des chambres de commerce des 4 pays ici d'avoir l'occasion d'échanger aujourd'hui sur cette thématique, sur la relance post-Covid. Tout à fait. Si l'on parle très concrètement de l'impact sur la République tchèque,
il est clair que, comme pour tous les autres pays de la région, l'impact sur le PIB est énorme, puisque nous avions une croissance l'an dernier d'environ 2,5%, qui était prévue cette année du même ordre, et qui en fait sera au mieux aux alentours de -8, -9%, avec bien sûr un deuxième trimestre qui a été logiquement extrêmement mauvais. Mais par ailleurs, on pourra en reparler, c'est que les perspectives d'un certain rebond sur 2021 aujourd'hui montrent que la croissance reviendra et probablement plus forte qu'auparavant sans pour autant compenser la chute de 2020. Voilà, ce sont un petit peu les prévisions des grandes banques et des grands cabinets de prospective. Ceci dit, ce qu'on peut dire, c'est que les États, et en particulier l'État tchèque, a bien sûr mis en place des mesures gouvernementales importantes, les programmes qu'on appelait Covid-1, Covid-2, Prague, etc., les reports de paiement envers l'État, la TVA, les impôts, on a appelé le Kurzarbeit ici en République tchèque, donc le chômage partiel, qui, sans être aussi généreux et de très loin, qui a pu être présent plutôt sur les pays d'Europe de l'Ouest, on pourra en reparler, a quand même aidé un certain nombre d'entreprises à essayer de passer le cap. Et puis, bien sûr, des allocations pour les indépendants. Néanmoins, la Chambre ayant fait deux sondages auprès de ses membres, un tout au début et un second à la fin du mois de mai, début juin, on a pu se rendre compte que pratiquement quand même une moitié des entreprises n'ont pas utilisé ces aides gouvernementales. Bien sûr, logiquement, toutes les petites entreprises dans les secteurs du service, du commerce ont été les plus touchées. Ça, je crois que ça a été partout à travers l'Europe et même dans le monde. Mais on a pu voir également des grands mouvements de solidarité et bien sûr de digitalisation. On en reparlera dans quelques instants. Alors évidemment, la République tchèque, comme la plupart des pays autour, y compris la Slovaquie, y compris la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, l'industrie automobile est extrêmement puissante, extrêmement importante. Et effectivement, on a des chutes phénoménales du style moins 90% au mois d'avril au niveau du secteur automobile. Voilà, donc on a des industries qui sont, je ne vais pas dire sinistrées, mais qui ont vraiment pris un grand coup derrière la tête et qui vont avoir du mal à redémarrer malgré toutes les aides et malgré tous les programmes de relance. Alors, on parlera après, bien sûr, des interconnexions entre les différents pays. Mais voilà, aujourd'hui, il est clair que pour un pays industrialisé comme la République tchèque, on a eu vraiment très mal. Et en Hongrie, alors? Bonjour à tout le monde. Bon, c'est un peu la même situation. Alors, on est un tout petit peu moins impacté. Selon les prévisions, on parle d'une baisse du PIB qui va se trouver entre 6 et 8%. Ça va aussi dépendre d'une deuxième vague potentielle ou pas. Peut-être par le fait que l'Hongrie est un petit peu moins dépendante de son industrie, mais on a les mêmes différences sectorielles, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ce qui va être le secteur automobile, qui va se faire fort aussi en Hongrie, est très affecté, d'autant plus qu'on parle d'un secteur automobile dépendant de l'Allemagne. Donc l'Allemagne étant dans une situation assez difficile, ça va impacter bien évidemment l'industrie automobile en Hongrie. Par contre, on voit des industries qui tournent bien, par exemple l'industrie pharmaceutique qui a eu une augmentation de son revenu, de sa production de 30%. Donc, je pense que c'est difficile à généraliser. Mais bon, c'est clair que les prévisions aujourd'hui pour cette année sont d'une baisse de PIB significative qui ne seront pas récupérées par la croissance estimée l'année dernière. Les dernières prévisions aujourd'hui, on ne parle plus de reprise en V, mais en aile d'oiseau. Si vous voyez un peu ce que ça veut dire, ça va repartir vite au début, puis après ça va s'aplatir. Le risque, c'est que on va mettre plusieurs années à se remettre, retrouver le niveau de PIB qu'on avait probablement en 2019. Mais bon, on a une situation assez équivalente à ce que M. Bourgeois a dit en Tchéquie. Et l'interdépendance de toute façon de ces quatre pays dans la région PACO va avoir un impact à plus long terme sur la reprise. Mais on parlera probablement de ça dans le sujet suivant. Et en Pologne? Votre micro, Monsieur Falaché. Oui, merci. Je m'étais mis en mute, je suis désolé. Oui, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Donc, pour la Pologne, nous avons été aussi, comme vous tous, très touchés.
Je ne vais pas commenter plus longuement les chiffres que vous avez devant vous sur le transparent que vous présentez, mais bon, effectivement, on a une prévision négative pour la croissance du GDP en Pologne en 2020, ce qui est unique, hein, parce que si vous vous souvenez de la précédente crise de 2008, la Pologne était un des pays qui, malgré la crise, avait gardé un GDP positif. Donc, ça serait la première fois depuis beaucoup d'années que la Pologne passe dans le rouge. Donc, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur de la crise qu'on attend ici en 2020. Bon, comme vous le voyez, la prévision est qu'en 2021, nous retrouverions la croissance à un niveau qui est à peu près égal, voire un peu supérieur à celui que nous avions en 2019. Donc, Dieu merci. Bon, tout ça est confirmé par une enquête qui a été réalisée par la Chambre de commerce et le groupe de Chambre de commerce internationale de Pologne. Donc, on a réalisé une enquête qui est significative parce qu'elle a nous avons eu les réponses de 189, pour être précis, sociétés. C'est une enquête qui a été réalisée en mars et qui a été réalisée aussi en juin. Donc, on a deux mesures. Il est intéressant de voir que lors de la mesure de juin, 90% de ces membres, donc des chambres de commerce internationales, indiquent qu'ils ont été affectés par le coronavirus. Ce qui était d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand cette étude a été réalisée en mars, ce chiffre était de 98,5. Donc on voit qu'il y avait une beaucoup plus forte inquiétude en mars. Bon, en juin, bien évidemment, comme le confinement a été desserré en Pologne, je crois que c'est plus réaliste. Les entreprises ont pu mesurer effectivement comment la crise les a impactés. C'est très significatif puisque bon, seulement 10% des enquêtés nous disent qu'ils n'ont pas été affectés par cette crise. Donc on voit bien que je pourrais venir plus après sur quelques détails de cette étude que je trouve fort intéressante. Bon, néanmoins, il est clair que l'impact de cette crise coronavirus a été très important en Pologne aussi, comme dans vos pays. Quels sont les impacts en Roumanie? Alors, en Roumanie, je dirais que d'abord les autorités ont bien géré la crise sanitaire. On a eu un lockdown régi par des ordonnances militaires successives, d'autant plus nécessaire que la capacité de réanimation dans les hôpitaux roumains est assez limitée. Sur le plan économique, la Roumanie avait démarré l'année d'une façon brillante avec la meilleure croissance du PIB de l'Union européenne, plus de 2,7% sur le premier trimestre. Au mois d'avril, la production industrielle a baissé de 40%. Donc, on anticipe un deuxième trimestre avec une baisse de l'ordre de 7% du PIB. Mais si j'en juge par les données de Dacia Renault, qui est, comme vous le savez, un icône dans l'industrie automobile en Roumanie et en Europe, et qui va faire des heures supplémentaires au mois de juillet. Donc, la reprise est vigoureuse. C'est plutôt bon signe. Donc, on anticipe sur l'année 2020 une baisse du PIB de l'ordre de 5-6% pour rebondir à entre 5 et 7% en 2021. Le gouvernement a pris des mesures diligentes pour soutenir les entreprises, et notamment la trésorerie des entreprises, en retardant l'encaissement des impôts, en organisant des moratoriums sur les dettes bancaires pour les entreprises, pour les particuliers, jusqu'à 9 mois, et en accélérant le remboursement de toutes les dettes de l'État. Donc, ça a été très sensible dans la trésorerie des entreprises. Et aussi pour préserver l'emploi, et je pense qu'on va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais d'une façon générale, l'État est rentré dans la crise sanitaire avec des comptes publics contrastés. Contrastés parce que d'une part, un déficit public sur les comptes 2019, vous le lisez, qui était assez élevé, compte tenu de toutes les mesures procycliques pour soutenir la consommation et l'augmentation des salaires qui avaient été prises dans les années précédentes. Mais d'un autre côté, la Roumanie a une bonne marge de manœuvre parce que l'endettement public de la Roumanie est à un niveau très bas, de l'ordre de 35% du PIB. D'accord, merci. Justement, vous avez évoqué la question de l'emploi. Peut-être nous pouvons nous y pencher un peu plus en détail. Quels sont les impacts de la crise sur le chômage, sur l'emploi dans les entreprises? Comment les entreprises ont géré ou tentent de gérer, utilisent les programmes mis à disposition par les gouvernements pour amortir le choc? Commençons peut-être en Hongrie.
Je pense que l'impact sur le chômage, il est évident. Vous voyez le graphique ici qui montre une augmentation. Aujourd'hui, on est passé très vite de 3,4 à environ 5%. On estime qu'il y aura un plafonnement autour de 7% dans les mois qui viennent. Donc, la réaction des entreprises, elle a été multiple. En effet, le gouvernement a lancé aussi, en utilisant le terme allemand, Kurzarbeit ou chômage partiel ou technique, beaucoup d'entreprises, surtout industrielles, ont utilisé ce genre de mesures. L'autre mesure phare qui a été annoncée par le gouvernement hongrois, c'est la flexibilité des horaires sur 18 mois qui permettent aux entreprises de réduire le nombre d'heures que les gens travaillent aujourd'hui pour l'augmenter dans le cadre d'une reprise dans 5, 6, 7, 8 mois. Donc, en fin de compte, on voit quand même une réaction sur des sociétés qui ont cette flexibilité de le faire, surtout sur l'industriel qui marche. Là où il y a plus de dégâts, c'est évidemment tout le secteur du tourisme. Il faut être très clair. Le secteur du tourisme a quand même un impact assez important en Hongrie. On parle de plus de 10%. Où là, on a eu des licenciements massifs. Alors, la reprise va probablement aider. Mais aujourd'hui, on estime que la perte officielle d'emplois en Hongrie se situe entre 150 000 et 200 000 pour ce qu'on sait. Pour les petits boulots, on estime à peu près pareil. Sur une population active de 4,3 millions, donc c'est quand même significatif. Maintenant, la flexibilité du marché devrait permettre au deuxième semestre de récupérer une partie de cette perte, et ça aura bien évidemment une influence sur le pouvoir d'achat des gens, mais on reviendra probablement sur ce point. En Pologne, comment se passe ? En Pologne, vous voyez la courbe qui est affichée devant vous, donc effectivement, il y a eu, lié à la crise, on voit sur le mois de mars, à partir du mois de mars, on regarde avril-mai, il y a eu une augmentation du chômage qui est sensible, puisqu'il y a un point de chômage supplémentaire. Bon, néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que en Pologne, quand on voit un chômage de 5% virtuellement, il y a quand même une surchauffe importante autour de l'emploi en Pologne. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse difficulté de la plupart des entreprises à trouver de la main-d'œuvre. Donc, c'était le problème principal de la Pologne l'année précédente, dans la plupart des secteurs, que ce soit c'était aussi dans le secteur du tourisme, c'était dans le secteur du retail. Donc, beaucoup de difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Une très forte présence en fait, de main-d'œuvre venant d'Ukraine, avec plus d'1 million d'Ukrainiens qui travaillaient en Pologne. Bon, alors il est clair que cette crise a eu un impact sur l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites entreprises de TPE et de PME qui ont, durant cette période de lockdown qui a duré un peu plus de 2 mois en Pologne, eu des mesures drastiques sur les salariés. Là, encore une fois, je me permets de citer l'étude qu'on a réalisée sur cet échantillon de 190 entreprises membres de nos chambres de commerce, pas seulement de la chambre de commerce française, parce que c'est un panel assez intéressant d'entreprises à la fois polonaises, d'origine française, allemande et une grande diversité. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, la moitié de ces entreprises, 45%, ont fait ce qu'on appelle un recruitment freeze, c'est-à-dire ont cessé d'employer, c'est clair. 40% de ces entreprises ont décrété un gel des salaires. 30% de ces entreprises ont réduit les salaires. Et quand on rentre dans les détails de ces réductions de salaire, elles ont pu aller jusqu'à 50%. Idem pour les bonus, donc plus de bonus. Et par contre, quand on regarde les chiffres, 15% des entreprises ont procédé à des licenciements. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, c'est que en fait, les entreprises ont clairement d'abord privilégié des mesures de réduction de salaire, des mesures de gel des salaires avant d'arriver au licenciement des employés. Alors maintenant, ce qui s'est aussi passé, ce qu'on voit clairement, c'est que ces licenciements qui ont eu lieu ont été aussi des licenciements temporaires. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de petites entreprises qui ont, je pense à des restaurants ou je sais pas, des coiffeurs ou des choses comme ça, qui ont licencié les quelques salariés qu'ils avaient pour les recruter, pour les reprendre, je dirais, à la reprise qui vient d'avoir lieu il y a quelques semaines en Pologne. Donc moi, je pense que ce phénomène sur l'emploi, bon, c'est un phénomène qui risque de perdurer dans les 2 trimestres qui viennent, mais quand on voit la prévision, encore une fois, pour l'année 2021, il est fort probable que, enfin, en tout cas, on espère, il est fort probable qu'en Pologne, on revienne sur des taux de chômage très bas qu'on a connus avec les mêmes problématiques de manque en fait, de ressources ou de difficultés. Voilà. Alors,
Ce que je peux vous garantir, c'est qu'on était, avant cette crise du Covid, dans un marché dit de l'employé, hein, où il y avait vraiment une forte demande, forte croissance des salaires. On est passé temporairement, avec cette crise du Covid, dans un marché de l'employeur, mais je doute que ça dure fort longtemps en Pologne. Je pense que la plupart de mes collègues chefs d'entreprise attendent à ce qu'il y ait une reprise début de l'année prochaine et qu'on se retrouve dans les mêmes conditions que celles qu'on a connues avant cette crise du Covid. Qu'en est-il en Roumanie, où l'on voit aussi que le chômage est très bas? Je reconnais très bien le marché du travail de la Roumanie au travers de la description faite par Jean-François Fallacher pour la Pologne. Même peut-être une situation encore plus sévère, puisque contrairement à la Pologne, il y a très peu d'immigration en Roumanie. En revanche, une immigration qui continue à un niveau élevé, avec une diaspora roumaine de 3,5 millions d'habitants, en dehors de 3,5 millions de personnes en dehors de la Roumanie. Donc, le marché du travail de la Roumanie est rentré dans la crise sanitaire avec un déficit chronique sur l'ensemble de l'économie, 15% des postes vacants, ce qui a pénalisé la Roumanie dans son développement et généré une inflation, une surenchère dans les salaires. De ce point de vue, la crise sanitaire va contribuer à rééquilibrer un peu et temporairement le marché du travail privé. Je pense que le chômage ne dépassera pas 6-7%. Et ce que je constate dans certains secteurs, par exemple dans l'informatique, qui est après l'automobile que je citais en ouverture, un des piliers de la création d'emplois en Roumanie, dans l'informatique, la situation est toujours très, très tendue et même d'une certaine façon, la crise sanitaire exacerbe cette situation. Les autorités ont eu un dialogue nourri avec le secteur privé. C'est d'ailleurs la Chambre de commerce et d'industrie française qui a conduit pour l'ensemble de la communauté à capital étranger autochtone le dialogue avec les autorités sur le travail. Et donc, nous avons des mesures d'accompagnement qui sont intéressantes pour préserver l'emploi en prenant en charge le chômage technique jusqu'à 75% du salaire moyen, en prenant en charge le temps partiel jusqu'à 41% du salaire brut du mois de juin au mois d'août, et ensuite peut-être des mesures de Kurzarbeit, comme l'évoquait Roland Bourgeois, à l'image de ce qui se fait ailleurs en Europe. Toutes ces mesures de préservation de l'emploi vont permettre à nos entreprises de ressortir agiles de la crise. Je voudrais reconnaître, comme le faisait Jérôme Cadiou, qu'il y a des secteurs qui souffrent beaucoup. C'est en particulier le cas de tout ce qui est Horeca, des transports de personnes qui subissent un double choc à la fois de l'offre et de la demande. Et en Tchéquie, il en est. Bon, la Tchéquie, effectivement, on va retrouver un certain nombre d'éléments. Effectivement, le taux de chômage en République tchèque était extraordinairement bas, de l'ordre de 2%, enfin, ce qui voulait dire en fait un manque, effectivement, c'était un marché, comme a été dit, un marché des employés. Au mois de mai, on est monté à 4%. Les perspectives montrent qu'on pourrait monter temporairement à 7,5%, avec bien sûr un retour, je dirais, à la normale pour l'année 2021. Alors, il est clair aussi que les entreprises, pendant cette période, ont également préféré diminuer les charges, diminuer les prestations externes, plutôt que de licencier. Également, lors des études qui ont été faites, 60% des entreprises ne prévoyaient aucun licenciement pendant la période. Il faudra regarder ce qui va se passer dans les 2, 3, 4 mois après, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de secteurs qui ne redémarreront pas aussi vite. Ceci dit, nous avons également en République tchèque beaucoup de travailleurs qui viennent d'autres pays, de la Slovaquie, mais également beaucoup de l'Ukraine. Donc là, il y aura un impact dans tous les cas. Il y a eu bien sûr à 65% un gel des recrutements, une diminution pour la moitié des prestations externes, pour 50% également tout gel de hausse de salaire, même ceux qui étaient prévus pour l'année 2020. Et ce qui a été plus grave, globalement pour l'économie, et je pense que ça se retrouve dans d'autres pays, c'est que 40% des entreprises ont déclaré geler leurs investissements, ce qui entraîne automatiquement un impact sur leurs sous-traitants. Il y a eu d'autres impacts au niveau des ressources humaines. Pour le retour, bien sûr, certaines réticences pour certains employés à quitter le home office, c'est le stress des salariés, bien sûr, on pourrait en reparler. Mais pour les entreprises,
temporairement, nous avons sur le marché du travail beaucoup plus de candidats disponibles et qualifiés sur le marché du travail. Mais on aura, comme ce qui a été dit par Jean-François, il y aura de toute façon des difficultés à retrouver dans quelques mois ou dans le cours de l'année prochaine de nouveau des employés pour reprendre la croissance qui de toute façon sera là dans nos métiers industriels. Alors le tourisme, on en a parlé, il est évident qu'en République tchèque et surtout dans une ville comme Prague, le tourisme est primordial et là effectivement ça a été catastrophique, même si la ville et l'État ont fait de grands efforts. Pour imaginer une ville complètement vide ou quasiment vide encore à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a des secteurs effectivement qui ont beaucoup souffert et qui vont continuer à souffrir parce que ce n'est pas parce que les frontières sont ouvertes aujourd'hui que les touristes reviennent facilement. Donc là, on va avoir une année complète vraiment très difficile. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les aides de l'État, bien entendu, ont aidé des entreprises, mais on n'en est pas du tout au niveau de ce qui a pu se passer sur l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est à chacun aujourd'hui de pouvoir redémarrer. La crainte, globalement, et on peut en reparler notamment dans le secteur de la construction et dans certains secteurs énergétiques, c'est qu'en fait, le redémarrage n'ayant pas lieu aussi vite, on puisse avoir une mini-vague ou une vague plus importante de licenciements dans les mois qui viennent. Nous avons justement une question d'un des participants qui s'interroge sur le niveau des salaires. Est-ce qu'on observe déjà des évolutions, un tassement dans certains de vos pays? Ça a été évoqué pour la Pologne où beaucoup d'entreprises, surtout TPE ou PME, ont eu recours à des réductions de salaire. Est-ce que dans vos pays, cela a été aussi constaté en Tchéquie, Hongrie, en Roumanie? Hongrie? Je pense que les outils qui ont été utilisés en Pologne sont utilisés aussi en Hongrie. C'est un peu difficile aujourd'hui de donner vraiment des statistiques en disant vraiment un niveau pré- et post-Covid. On va avoir besoin d'un peu de temps pour le voir. Mais je partage l'opinion de mes collègues sur le fait que, vu les prévisions de reprise que l'on a sur 2021, je n'anticipe pas à long terme une modification des niveaux salariaux. Je pense que la pression, à la fois dans l'industriel, dans certains secteurs où on ne trouvait pas de ressources, va revenir aussi vite qu'elle est partie. Donc, mais bon, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui de statistiques qui nous permettent de dire quelque chose comme ça. Malgré tout, sur du court terme, je pense que toutes les sociétés ont utilisé ce genre d'outils parce qu'elles n'avaient pas le choix. Justement, le gel des salaires est une évidence. La suppression des primes, on le voit partout aussi en Hongrie. Réduction des salaires là où c'est possible. Sur du long terme, je ne pense pas que ça aura un impact significatif sur le niveau des salaires, en Hongrie du moins. Non plus en Roumanie, je n'anticipe pas une baisse des rémunérations pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, elles sont encore relativement basses. La rémunération nette moyenne en Roumanie est à 680 € et dans les régions les plus défavorisées, 500 €. Et donc, la convergence au sein de l'Union européenne, c'est une nécessité pour éviter les migrations et la perte le départ de Roumains vers l'étranger. Également, donc, pour la cohésion sociale, c'est important d'avoir une augmentation des rémunérations. Il faut que celle-ci, quand même, progresse à un rythme où on puisse les compenser partiellement par des gains de productivité. Donc, je ne vois pas de perspective de baisse de rémunération, d'autant plus que dans la conjoncture actuelle, les partenaires sociaux ont tendance à vouloir s'affirmer dans le dialogue social et on voit une montée en puissance des fédérations de syndicats. Et en République tchèque, où les salaires avaient particulièrement augmenté ces toutes dernières années, est-ce qu'on peut s'attendre à un tassement ou... Je dirais, oui, les salaires ont fortement augmenté puisqu'avec les niveaux avec les taux de chômage extrêmement faibles qui existaient quasiment partout dans le pays, avec quelques variations d'une région à l'autre. Non, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est effectivement le gel des salaires, très certainement le gel des bonus, puisqu'en fait, les activités ne le mentionneront pas. Mais dans une situation comme celle d'aujourd'hui, les entreprises vont avoir tendance à essayer de garder leurs meilleurs éléments. Donc, ceux-là, on ne va pas instantanément leur faire perdre leurs avantages et leurs salaires et on va redémarrer. Donc, ce qu'on peut voir probablement, c'est que sur 2021, il n'y ait pas d'augmentation de salaire ou très, très faible
pour les entreprises. De là à faire des baisses, oui, certainement, dans certains secteurs extrêmement touchés, notamment les baisses de salaire, elles ont eu lieu dans la mesure où les petites entreprises auront mis leurs salariés temporairement, les auront mis temporairement. Il y a des baisses de salaire, mais pas au niveau nominal. Ça, je ne le pense pas. Et on va redémarrer assez vite. Nos 4 pays n'ont pas adopté encore l'euro, peut-être ne l'adopteront jamais. C'est toujours en débat dans plusieurs de nos pays. Quel est un peu l'impact justement de disposer encore de ces monnaies nationales? Un atout, un handicap pour la relance? Qu'en pensez-vous? Monsieur Coste en Roumanie, peut-être. D'abord, la Roumanie n'a pas adopté l'euro, mais elle bénéficie, sa monnaie qui s'appelle le leu, bénéficie d'une bonne stabilité dans la parité avec l'euro. Le système financier est solide. On a une banque nationale de Roumanie qui est indépendante, respectée internationalement. Donc, une érosion constante mais acceptable du leu par rapport à l'euro. Vraiment, j'insiste là-dessus, hein, la crédibilité financière internationale de la Roumanie est bonne et c'est ce qui a permis de maintenir le rating du pays à un niveau certes assez bas, BB- avec une perspective négative, mais de le maintenir à ce niveau-là malgré les déficits récents dans les comptes publics. La perspective d'entrer dans l'euro, moi je dirais au plus tôt en 2026 parce que la Roumanie ne remplit pas aujourd'hui 3 des 5 critères de convergence définis par le traité de Maastricht. Le déficit des comptes publics qui doit être inférieur à 3%, mais aussi les taux d'intérêt et l'inflation qui sont trop éloignés de celles de la zone euro. Mais je dirais que même en l'absence de l'euro, l'ancrage européen de la Roumanie est fort, à la fois démographiquement, politiquement, par ses exportations vers l'Europe de l'Ouest, par les investissements en provenance de l'Ouest. C'est ce qui va soutenir beaucoup l'économie roumaine, c'est le plan d'investissement qui vient d'être annoncé par les autorités, un plan qui est baptisé « Reconstruisons la Roumanie » qui se fait sur fonds publics roumains et sur fonds européens avec plus de 100 milliards d'euros qui viendraient de l'Europe au titre du Multi-Annual Financial Framework et du plan de relance. En République tchèque. En République tchèque, la couronne tchèque n'a fait que ces dernières années que se renforcer. Les critères pour adopter l'euro sont remplis. C'est une question uniquement politique ici en République tchèque. Je dirais même uniquement et totalement. L'économie, en fait, elle est de facto euroisée, si je peux utiliser ce néologisme, puisqu'en fait, 84% des exportations tchèques vont vers l'Union européenne, avec notamment l'Allemagne, 32%. Donc, vous voyez l'importance. Toutes les entreprises seraient bien entendu prêtes à adopter l'euro. Les critères sont là. La Banque nationale contrôle très bien la situation. C'est totalement politique. Donc, je ne pourrais pas m'avancer sur une date quelconque, puisqu'en fait, là, c'est un agenda politique et non pas un agenda économique. Alors évidemment, il y a toujours une comparaison et une discussion entre les frères tchèques et slovaques, puisque la Slovaquie a adopté l'euro déjà depuis plusieurs années. C'est le seul pays de notre région qui a l'euro. Et lorsqu'on compare les résultats économiques des deux pays, on ne peut pas vraiment dire si l'adoption de l'euro ou la non-adoption de l'euro a eu un impact négatif ou positif, puisqu'en fait, les deux économies fonctionnent très bien et se développent très bien parallèlement. Donc, à la fois, ça ne donne pas d'argument aux détracteurs ou aux pros euro. Voilà. Et en Hongrie, on est la situation avec l'euro? Un petit peu pareil, je pense que c'est essentiellement une décision politique. Moi, je pense que la Hongrie pourrait passer à l'euro si elle voulait, elle répond presque à tous les critères. Mais je pense que politiquement, ce n'est pas du tout la situation. Il ne faut pas oublier que dans une situation de crise comme ça, le taux de change est aussi un outil de compétitivité. On voit bien l'évolution aujourd'hui de tous ces taux dans les 4 pays. Donc je pense que sur un futur proche, se séparer de cet outil après une crise, je le ferai. Enfin, je pense qu'aucun gouvernement fera ça.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour ces 4 pays, c'est un avantage, même par rapport à la Slovaquie, hein, qui est donc en euro et qui, elle, n'a pas cet outil de compétitivité. Donc, je ne vois pas aujourd'hui la Hongrie, sur du court terme, le faire, surtout après une crise Covid comme on vient de vivre. Maintenant, je rajouterais juste une chose, je pense que ça va être un effet domino. C'est-à-dire que si la Pologne y va, ou si la Tchéquie y va, les autres vont venir, parce que l'interdépendance de ces quatre économies est assez forte. Si on regarde le taux IDE entre ces 4 pays, il est relativement fort. On parle de 20 à 30% pour chacun des pays. S'il y en a un qui vient, le fait de l'isolement va inciter les autres à passer à l'euro. Donc je pense qu'il y aura un effet domino. Donc le premier qui va y aller va lancer une vague, je pense. C'est mon opinion. Hein. Je pense que l'interdépendance des économies fera que ça va se faire plus ou moins tous en même temps, ou ça ne se fera pas, mais pas dans une version post-Covid, parce que je pense que là, c'est un outil extrêmement favorable pour les gouvernements pour augmenter la compétitivité de la Hongrie, entre autres. Et en Pologne, la situation. Pologne, ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois pas du tout le gouvernement actuel aller vers l'euro. Le gouvernement en place est quand même, on va dire, assez nationaliste, et je ne les vois pas du tout, d'un point de vue politique, aller vers l'euro dans un horizon court. Donc ça, c'est la première chose. Bon, en ce qui concerne la monnaie nationale, comme vous voyez sur les graphes, elle a à peu près suivi le même chemin que les autres monnaies dans vos pays. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un petit affaiblissement du zloty par rapport à l'euro, mais ça s'est redressé. On n'a pas encore retrouvé les niveaux avant Covid, mais bon, ce n'est pas un vrai sujet, la monnaie, je pense. Bon, la relance, elle va se faire aussi grâce au coussin que le gouvernement a mis en place. Il y a eu des aides importantes. Hein, dans l'étude qu'on a fait, la moitié des entreprises qu'on a enquêtées ont utilisé ces aides importantes pour passer la crise. Puis, je pense que la reprise se fera surtout parce que la plupart des entreprises vont changer aussi leur mode de fonctionnement. Hein. On le sait tous, en tant que patron d'entreprise autour de la table, on a vécu pendant 2 mois et demi télétravail massif qu'on n'avait jamais vu dans nos entreprises avant, ce qui nous amène quand même à réfléchir sur la suite des modes de travail. Et puis il y a aussi le sujet de la digitalisation, puisque pendant cette période de 2 mois et demi dans lesquelles tout était fermé, les clients, que ce soit les clients d'entreprise ou grand public, ont massivement fait appel aux moyens digitaux pour faire du commerce, pour acheter. Et donc ça va accélérer ce phénomène qui était déjà en cours. C'est ce que nos enquêtés nous disent aussi quand on leur pose la question de savoir comment la reprise va se faire. Ouais, donc, clairement, des façons différentes de travailler avec une utilisation beaucoup plus flexible des modes de travail, du télétravail. Et le deuxième gros sujet, c'est tout ce qui est les ventes en ligne, la digitalisation à la fois interne et externe de l'entreprise. Dans le cadre de cette crise, on parle beaucoup de démondialisation, de relocalisation vers l'Europe en particulier. Et comment voyez-vous les atouts, les possibilités de la région, l'Europe centrale, de capter un certain nombre de ces relocalisations en Europe? Monsieur Bourgeois. Et c'est effectivement un sujet qui est apparu pendant cette crise. Effectivement, on s'est rendu compte que lorsqu'on a envoyé nos employés partout en Europe chez eux pour faire le home office, on s'est rendu compte là d'un avantage extraordinaire en Europe, c'est que la grande majorité des personnes chez elles étaient connectées à Internet, avec une connexion Internet souvent de qualité correcte, et qu'on a pu les faire travailler justement grâce à ces connexions, en leur donnant leurs ordinateurs, en leur installant même leurs ordinateurs fixes, enfin en les aidant. Et donc, on n'a pas eu je dirais, d'impact extrêmement négatif, et très rapidement, tout le monde a pu travailler. Ça n'a pas été le cas forcément dans d'autres pays, sur d'autres continents où on avait délocalisé beaucoup de travaux. Lorsque les gens sont rentrés chez eux, eh bien, un grand nombre n'avaient pas de connexion Internet ou des connexions Internet faibles.
Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap qui n'était pas évident à combler. Ceci dit, ne nous faisons pas d'illusions, ces pays rattraperont bien sûr, mais pour un certain temps, ça a donné effectivement un avantage. Et donc, ça a permis de se poser la question, est-ce qu'on n'a pas effectivement la possibilité de rapatrier pour des questions pratiques, pour des questions de sécurité également, pour des questions de formation, à rapatrier un certain nombre d'activités sur l'Europe. On s'est rendu compte également dans un certain nombre de secteurs, et la santé en est un, mais ce n'est pas le seul, de cette énorme interdépendance, même pas interdépendance, de cette énorme dépendance de certains secteurs européens vis-à-vis d'autres pays ou d'autres continents. Et ça, on s'en est rendu compte dans des domaines parce que des sous-traitants auxquels on ne pensait pas, on s'est rendu compte que ces sous-traitants étaient tous en Asie ou tous dans d'autres régions, avec donc des problèmes de sécurité d'approvisionnement dans des cas de crise. Donc oui, il y a des opportunités. Si l'on prend la République tchèque, il est clair que dans le numérique, et entre autres, on a parlé à l'instant de tout cet aspect, je ne peux pas parler de l'aspect digital, des achats en ligne. Bon, ça s'est développé de façon très importante et on n'en est qu'au début. Donc, tout ce qui est la cybersécurité, tous ces aspects-là sont extrêmement importants et n'oublions pas, il y a en Europe de grandes sociétés comme Avast en République tchèque, mais pas uniquement. Donc voilà, ce sont des secteurs qui ont des croissances importantes de plus de 12% depuis 2015 et qui représentent une part importante du marché global. La digitalisation de l'industrie également, eh bien, il y a tout un tas de secteurs où on avait délocalisé et on va certainement relocaliser également dans ces domaines-là, traitement des données, notamment les commandes à distance de production. Et puis voilà, l'industrie informatique est extrêmement importante. Donc oui, il y aura des relocalisations physiques. Ça, c'est moins évident. Je crois que c'est chaque industrie qui va le faire. Dans l'industrie de la santé, c'est évident. En pharmacie, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais c'est clair que ça il y aura un impact très important. Et puis, n'oublions pas, le marché de l'automobile, bien sûr, mais dans le domaine du gaming, on parle souvent de la France. La République tchèque est également un pays dans lequel ce secteur-là se développe. Et donc, oui, aujourd'hui, je pense, et nos membres pensent également qu'une relocalisation est nécessaire, mais il faut le faire de façon, je dirais, pratique et intelligente. Mais effectivement, cette crise nous a montré les limites du tout délocalisé. En Hongrie, comment la situation se présente? Vous l'avez évoqué tout à l'heure sur la pharmacie. Oui, je pense que je suis assez d'accord avec M. Bourgeois. Je pense que le secteur pharmaceutique, de toute façon, avait une politique de délocalisation assez spécifique, en allant pas trop loin non plus. Donc, sur la Hongrie, on a un gros pôle pharmaceutique qui est en plein essor. Je pense qu'il y aura des relocalisations. Mais à part ça, c'est difficile à dire aujourd'hui, je pense. Il y a en effet une réflexion. Je pense qu'on voit que toutes les sociétés avec lesquelles on a pu parler à travers la Chambre de commerce, il y a une réflexion qui est en cours. Je pense que les sociétés, malgré tout, auront une vision financière de la chose. Donc, est-ce que ça apporte quelque chose, si ce n'est pas pour un objectif stratégique? On voit probablement sur des secteurs stratégiques, par exemple en Hongrie, ce qui se développe beaucoup, et on voit des investissements déjà aujourd'hui pour relocaliser ou augmenter les capacités de production, par exemple sur tout ce qui va être batterie électrique, où aujourd'hui il y avait une dépendance à la Chine qui est assez forte. Et vu le développement de la voiture électrique, on voit vraiment des investissements. Donc, il va y avoir des secteurs où des relocalisations stratégiques vont se faire, parce qu'elles ont un intérêt aussi économique. Après, sur du long terme, je pense qu'il y en aura. Physique, je suis assez d'accord, c'est très compliqué, relocaliser quand même des outils industriels. Il y en aura probablement, mais ça va être un processus qui prend du temps. Il ne faut pas non plus croire que ça va se faire en un an. Relocaliser une capacité de production, c'est des projets de plusieurs années. Ça va se faire, mais je pense que c'est un peu tôt pour le dire aujourd'hui. À part sur des choses très stratégiques où je pense qu'il y aura une relocalisation, mais qui va être menée par des autres, des objectifs politiques et stratégiques sur du court terme. Et en Pologne? En Pologne, moi, ce que je pense, c'est que, comme Roland Bourgeois l'a fort bien dit, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, une dépendance certaine vis-à-vis de l'Asie, pour ne pas dire la Chine, pour être très clair.
Et d'ailleurs, cette dépendance, elle n'est pas tant parce que certains produits, parce que les Chinois ou l'Asie auraient bloqué la fourniture de certains produits, mais il y a eu pendant quelques mois quand même des grosses difficultés logistiques liées aux mesures sanitaires prises par différentes autorités qui ont fait que c'était extrêmement difficile d'obtenir des biens provenant de Chine, pas forcément des biens de haute technologie, hein, mais donc je pense qu'il y a une prise de conscience de tous les pays en Europe de ce fait qui, à mon sens, va constituer une opportunité pour nos pays, en particulier pour la Pologne, puisque bon, nous, on est quand même connus, comme certains d'entre vous, pour être un peu l'usine de l'Europe, où il y a beaucoup d'usines de fabrication Pologne. Donc, je pense que ça sera encore une opportunité supplémentaire hein, pour un pays comme la Pologne de fabriquer, relocaliser un certain nombre de biens de consommation. Je pense, en particulier dans votre secteur de la santé, où on s'est même rendu compte que pour un certain nombre de médicaments, on était complètement dépendant des chaînes logistiques Asie-Europe. Je suis persuadé qu'il va y avoir des grosses opportunités dans un futur proche. En Roumanie? Je vous remercie d'évoquer ce sujet qui est effectivement très stratégique. Nous en parlions récemment dans un événement de la Chambre de commerce et industrie française en Roumanie avec comme invité Dacian Ciolos, qui est, comme vous le savez, ancien Premier ministre, ancien commissaire européen, mais aussi aujourd'hui le leader du groupe Renew Europe au Parlement européen. Et il évoquait le fait que dans les négociations en cours au niveau européen, pour l'allocation des 1 850 milliards d'euros au titre du Multi-Annual Financial Framework sur 7 ans, mais aussi du plan de relance sur 4 ans. Donc, l'allocation de ces 1 850 milliards d'euros se font suivant 3 priorités, au-delà de la relance. Première priorité, la transformation digitale de l'Europe. Deuxième, la transition énergétique. Et troisième, c'est la première fois que j'entendais, la résilience européenne. Donc, la résilience européenne qui veut dire ne dépendre pour les sujets, les services et les produits critiques, ni des États-Unis, ni de la Chine. Et à ce titre, la Roumanie me semble bien placée parce qu'elle est riche à la fois de sa localisation. C'est un carrefour entre l'Europe de l'Ouest, mais aussi la Russie et puis le Proche-Orient. On le voit, par exemple, Decathlon est en train de développer une usine de fabrication de vélos qui fabriquera plus de 2 millions de vélos à destination principalement du Proche-Orient. Donc, la Roumanie, carrefour, riche de son sous-sol, c'est le 4e producteur d'hydrocarbures en Europe. Riche de son sol, c'est la 5e agriculture en Europe, avec l'impératif de transformer beaucoup plus de produits agricoles en Roumanie pour l'Europe, mais aussi une population qui est importante, 19 millions d'habitants en Roumanie, sans compter la diaspora, qui sont pleins de talents, dont le niveau de vie est en train de monter assez rapidement et qui sont une réserve de production assez importante pour le reste de l'Europe, et puis aussi un marché domestique pour les entreprises qui s'installent en Roumanie. Mais la Roumanie, c'est aussi beaucoup d'innovation, et notamment dans le domaine de la robotisation, comme vous le savez peut-être, WePass, qui est la meilleure solution au niveau mondial pour la robotisation des processus, est une start-up roumaine. Merci. Je vais rebondir sur une question d'un des participants qui s'interroge sur un thème d'actualité, sur ce programme d'aide européen de 750 milliards Union européenne, qui est d'ailleurs assez discuté dans certains de nos pays. Comment est-il vu et comment certains des gouvernements de nos pays veulent l'utiliser? Est-ce qu'ils vont l'utiliser pour une réorientation vers des économies, vers la transformation digitale ou vers les énergies vertes ou pour une décarbonisation des économies des pays? Monsieur Falaché en Pologne, peut-être? Oui, ben, écoutez, moi, je peux vous dire qu'en ce qui concerne la Pologne, il est clair qu'il y a un gros sujet sur la décarbonisation de l'énergie. Hein. Vous savez que la Pologne est un des pays qui a un mix carbone qui est le plus important. Donc, de mémoire, 90% de la production d'énergie est carbonée, donc il y a un vrai sujet.
Donc, avant même cette crise du Covid, il y avait il y a un gros sujet autour de ces fonds européens. Donc, nous avions eu juste avant la crise du Covid, la visite du président Macron ici avec des moments importants du gouvernement français, en particulier pour discuter de ces sujets et voir comment orienter ces fonds de façon à changer le mix énergétique de la Pologne, ce qui est un vrai gros sujet. Je crois que cette crise ne va faire que renforcer cette direction que la Pologne souhaitait prendre et que l'Europe veut prendre. Donc, je pense que ça va être un axe majeur de ces fonds-là pour la Pologne. En République tchèque? En République tchèque, effectivement, il y a deux aspects. Oui, alors, au niveau de l'énergie, la République tchèque a une très grande partie de son électricité qui est d'origine nucléaire. Et donc, justement, pendant cette crise, le gouvernement, après de nombreuses tergiversations ces dernières années, semble avoir pris enfin la décision d'augmenter les capacités, de production d'énergie nucléaire. Alors, ça ne se fera pas très rapidement, mais de ce côté, oui, ça s'est fait. Deuxième aspect, effectivement, la digitalisation, nous sommes sur des pays dans lesquels l'industrie est extrêmement développée et que par ailleurs nous manquons chroniquement de main-d'œuvre, et on en a parlé tout à l'heure, ça sera toujours le cas. Donc la digitalisation et l'automatisation des industries est en route et ne s'arrêtera pas. Donc effectivement, oui, il y aura par l'intermédiaire soit de start-up, soit de travail au niveau des grandes entreprises, effectivement, la digitalisation va se développer et est soutenue. Alors, au niveau des programmes européens, il y a pour la République tchèque 20 milliards d'euros qui sont en jeu, 8,5 à peu près sous forme de dons et 10,5 à 11 sous forme de facilitation de prêts. Alors, je sais que le gouvernement tchèque essaye de négocier pour essayer que la partie don soit plus importante que la partie facilitation de prêts, mais 20 milliards d'euros, c'est énorme parce qu'habituellement, c'est 25 milliards par an. Donc voilà. Et donc, il y aura de grandes discussions entre les différents ministères pour savoir sur quel programme les mettre, puisque, comme vous le savez, en fait, chaque pays doit présenter des programmes afin qu'ils puissent être acceptés. Donc, effectivement, oui, ça sera important et ça ira effectivement dans le sens que vous avez mentionné. Je voudrais juste dire un tout petit mot. Je regardais, il y avait une autre question sur d'un des participants ici, disant voilà, la relocalisation, ça veut dire très certainement des coûts plus élevés. Hein, et donc, est-ce que les consommateurs au sens large seront prêts à payer plus? Il semblerait que dans certaines études, cela ne soit pas forcément le cas. Je crois que c'est plus complexe et que si on relocalise, c'est aussi l'aspect au niveau de la taxation à l'entrée dans l'Union européenne, taxation environnementale ou autre, qui rentrera également dans le débat. Ça, c'est un autre sujet. En Hongrie? Oui, je pense que mes collègues ont un peu donné une image qui est la même de ce qu'on retrouve en Hongrie. Au-delà du fait qu'il y ait eu des discussions sur les montants, bien évidemment, je pense qu'il y a pas mal de polémiques là-dessus, mais je ne reviendrai pas là-dessus. La façon dont l'aide est bâtie, de toute façon, elle est claire. Il y a trois types de projets à proposer. Ce sera revu par la Commission européenne. Donc, le fait de la transformation, la décarbonisation, la digitalisation et tout ça, c'est de facto obligatoire. Donc, il y aura forcément une grande partie de l'argent qui ira sur ces choses-là. Je pense que la digitalisation, elle est aujourd'hui, elle est en accélération dans tous les secteurs de l'économie. Donc, c'est fort probable qu'il y aura énormément d'argent qui sera poussé là-dessus. Sur la décarbonisation de l'économie, la Hongrie a fait des choix un peu différents. On reste quand même sur un socle nucléaire assez fort. Est-ce qu'il y aura vraiment des changements à long terme là-dessus? C'est difficile à dire, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Mais il y aura forcément des projets. On voit beaucoup de plans de développement sur des énergies éoliennes et solaires. Mais ça n'aura pas un impact sur la décarbonisation à court terme.
Mais je suis assez d'accord sur le fait que la digitalisation sera l'un des points importants que ces fonds vont soutenir dans les années, dans les mois qui viennent. Et en Roumanie, comment le gouvernement voit l'utilisation de ces fonds européens? Alors, sur les grands programmes de mise à niveau des infrastructures dont la Roumanie a vraiment besoin pour sa compétitivité durable, infrastructures de transport, donc ce qui est envisagé, c'est 3000 km d'autoroutes, 3000 km de voies ferroviaires modernes, 4 milliards d'euros pour la mise à niveau du port de Constanța, qui est, comme vous le savez, le grand port au débouché du Danube. C'est aussi des sommes importantes, 3,4 milliards d'euros mis à disposition pour l'irrigation de 2,4 millions d'hectares, et aussi 12 milliards d'euros pour l'énergie, à la fois les infrastructures et la transition énergétique. Donc, sur les 750 milliards dont on parlait, il y en aurait 33 pour la Roumanie, à la fois pour la relance et la mise à niveau des infrastructures, en plus d'une partie des 1100 milliards d'euros du Multi-Annual Financial Framework. Là-dessus, sur les 33 milliards, 11 milliards de subventions et le reste sous forme de prêts. Je voudrais faire un commentaire, on en parlait récemment avec M. Dacian Cholos, sur ces 750 milliards, parce que c'est une opportunité pour la construction européenne et donc pour nos pays majeure. À la fois la source des fonds, puisque c'est la première fois que la Commission met à disposition des fonds à destination des pays sur ses propres ressources, et également les conditions d'application qui sont en cours de négociation, avec deux conditions qui sont importantes pour nos pays: le respect strict de l'état de droit et de l'indépendance de la justice, et la mise en œuvre effective des réformes structurelles préconisées par le semestre européen. Donc, cette allocation de fonds destinée à la transformation digitale, à la transition énergétique, à la résilience européenne, à la relance, va se faire sous des conditions qui vont favoriser la construction de l'Europe. Et ça me semble important pour l'ancrage européen de nos 4 pays. Merci. On arrive bientôt au terme de cette heure de table ronde. Peut-être pour conclure en quelques mots et pour rebondir sur une question d'un des participants sur la relance. Comment vous la voyez-vous en quelques mots pour synthétiser ce que nous avons échangé pendant cette heure? Optimiste, pessimiste, quel impact peuvent avoir sur les économies de nos pays, redémarrage en V, redémarrage en L dans les pays occidentaux? Quel impact? Monsieur Falaché. Oui, je vous remercie. Je vais devoir vous quitter. Donc, en 2 mots, très optimiste. Je pense qu'il va y avoir très probablement en Pologne 2 trimestres difficiles, qui sont finalement liés à ce qu'on a tous connu lors de cette crise, la fermeture et du lockdown. Néanmoins, toutes les prévisions sont bien là, avec un fort optimisme pour l'année 2021 et une reprise qui aura plutôt une forme de V en Pologne, une forme de U ou de L. Donc, grand optimisme pour la Pologne pour l'année 2021, avec probablement deux trimestres difficiles à venir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolé, je dois absolument vous quitter. Je suis attendu par ailleurs tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Donc, merci, Jean-François. Pour la Hongrie, je pense que l'optimisme reste de base. Bien évidemment, on a encore beaucoup d'inconnus. Donc, est-ce qu'il y aura une deuxième vague ou pas? De quelle ampleur elle sera? Mais je pense que la Hongrie a tous les paramètres en main. L'interdépendance quand même de son économie avec l'Europe de l'Ouest et, comme je l'ai dit, les pays PECO va avoir un impact. Donc ça va être à suivre, difficile à dire aujourd'hui comment tous ces pays vont reprendre, mais je pense que nos pays, et la Hongrie en premier, a un certain nombre d'atouts qui vont permettre de le faire. Le gouvernement a concentré de toute façon son aide à la relance sur les entreprises, il faut être très clair, très peu sur la demande. Donc en fin de compte, j'estime que les entreprises vont avoir en effet 1 ou 2 trimestres un peu difficiles, avec une reprise assez forte en 2021. Encore une fois, avec une hypothèse, il n'y a pas une deuxième vague ou une troisième vague ou ce genre de choses. Mais
ou du moins qu'elle sera gérée de manière un peu différente. Donc, mais je suis assez optimiste pour la Hongrie. J'ai pas aujourd'hui de scénario catastrophe. Ça va être une année un peu noire, mais 2021 devrait nous ramener une phase de croissance assez forte. Et en Roumanie? La relance est en cours. Un creux, bien sûr, au deuxième, troisième trimestre, mais je pense que dès le quatrième trimestre, le pays sera à nouveau dans une phase de forte croissance. En 2021, une croissance du PIB entre 5 et 7%. Et en cas de deuxième vague, je pense qu'il n'y aura pas de lockdown général. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. Nos entreprises et les citoyens ont appris à vivre avec ce virus, plus prudent qu'auparavant. Et donc, l'économie ne devrait pas souffrir des circulations du virus dans les mois qui viennent. Merci. Et en République tchèque? Alors, merci, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire François, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être raisonnablement optimiste. Je mettrais je dirais oui, tout à fait, nous sommes prêts et tout le monde a appris à vivre plus ou moins bien avec ce virus. Donc oui, optimisme, avec peut-être un petit bémol pour deux secteurs. Le tourisme, où probablement on ne va pas revenir si rapidement au niveau précédent, c'est même quasiment sûr. En plus, s'il y avait une deuxième ou troisième vague, les industries sauraient faire, mais au niveau du tourisme, ça serait vraiment très, très dur. Et une question qui subsiste, c'est le secteur de la construction, parce que quel sera à moyen et long terme l'impact du télétravail? Est-ce que les entreprises ne vont pas avoir l'idée de probablement réduire les surfaces des bureaux? Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur les nouvelles mises en chantier des bâtiments, notamment destinés aux bureaux? Et donc, voilà, on peut avoir un impact assez fort. Encore une fois, c'est difficile à dire aujourd'hui, mais on peut avoir cette conséquence un peu inattendue du télétravail et de son développement et de la digitalisation. Mais sinon, effectivement, il y aura une reprise dans beaucoup de domaines. Merci beaucoup. Voilà. Notre table ronde est maintenant finie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez une centaine à participer à cette table ronde. Merci et pour vos questions aussi. Donc, je remercie M. Bourgeois, M. Cadiou, M. Coste et M. Falaché de Pologne qui nous a quittés il y a un instant, d'avoir participé à cette table ronde. Bonne journée à tous. Et merci à vous. Merci. Merci à vous, Fabrice. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée.